Alors je suis effectivement toulousain, mais il y a déjà longtemps que j'ai quitté Toulouse, j'ai habité Paris pendant de nombreuses années. Pourquoi je suis arrivé dans le Nord-Pas-de-Calais? Bien, c'est à la fois un concours de circonstances, puisque le poste de professeur d'orgue au conservatoire était laissé vacant, Jeanne Joulin partant à la retraite. Et en même temps, je crois que j'ai toujours été attiré, paradoxalement, pour quelqu'un du Midi, par les régions du Nord, par la campagne, par les ciels flamands, par l'architecture du Nord qui m'a toujours plu. Et je crois que j'ai sauté sur l'occasion et je ne regrette pas du tout d'avoir franchi ce pas. Jean a laissé énormément de choses, de documents, des partitions, et parmi tous ces documents, il y a les carnets de concert. Sont notés tous les programmes du tout premier à Gimont jusqu'au dernier, en 2003, je pense. Je l'ai entendu dire à plusieurs reprises qu'il en allait des programmes de concert comme des expositions de tableaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle toile à côté d'une autre, il faut réfléchir, et qu'il en allait donc de même pour les concerts. On voit très bien dans le travail de Lionel Avau l'évolution des programmes de Jean quant au style. Après des débuts où il a beaucoup joué de musique baroque, eh bien, on est arrivé vers des programmes voilà, avec des grandes pièces symphoniques, des grandes pièces contemporaines. J'ai toujours pensé que ces carnets étaient passionnants et surtout qu'il fallait les partager, qu'il fallait savoir que ça existait. Je me suis interrogée pour savoir qui pourrait se charger de ce travail. Et assez vite, voilà, j'ai pensé à Lionel Avau. Et ce que j'ai aimé dans le travail de Lionel, c'est que Lionel était vis-à-vis de Jean dans cette approche qu'il a fait, cette analyse des carnets de concert, comme il a toujours été, c'est-à-dire il était à la fois, il y avait une forme de complicité, d'affection, mais il restait néanmoins, j'allais dire, très clairvoyant. Il avait toujours malgré tout une certaine distance. Qui sait, peut-être un jour il y aura quelqu'un qui sera intéressé par l'édition de ces carnets de concert. Et là, ça sera très bien. Donc Jean a fait très peu d'enregistrements. Il préférait de loin le concert au disque. Et quoi de plus logique alors, dans la démarche d'Orgue Nouvelle, de publier, en parallèle à l'article de Lionel Avau, un CD
qui regroupe des extraits de concerts donnés par Jean sur des instruments différents et qui propose donc des musiques qu'il n'a pas enregistrées, mais jouées souvent en concert. Je suis très heureuse d'être ici, à Lille, au Conservatoire. Jean a enseigné ici aux étudiants de la classe doc, si je me souviens bien, de 1982 à 1992. On ne pouvait pas évoquer la présence de Jean à Lille sans dire un petit mot à qui on devait ça, évidemment. C'est à Philippe Lefebvre, le directeur de l'époque. Ça a correspondu avec d'autres nominations de profs qui étaient tous plus exceptionnels les uns que les autres. J'ai eu la chance d'être directeur au Conservatoire de Lille dès l'année 1980, à une période que j'appelle une période de conquête. C'est-à-dire la culture avait le vent en poupe, l'enseignement musical était très soutenu, et c'est une chance d'avoir vécu cette époque-là avec la possibilité de recruter toute une nouvelle génération de professeurs, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la musique classique, de la danse contemporaine, du jazz, le foisonnement et l'ouverture. Voilà. Et à peine quelques années après ma nomination, qui était donc en 80, ça devait être en 82, si j'ai bonne mémoire, mon premier professeur d'orgue, Jeanne Joulin, que je vénère effectivement, vient me dire dans mon bureau, « Cher Philippe, je crois qu'il est temps que je prenne ma retraite. » C'était tout à fait inattendu. J'avais beaucoup d'admiration, de respect et d'affection pour Jeanne Joulin, mais en même temps, c'était une épine dans le pied. Je ne m'attendais pas à son départ comme ça. Je me suis dit, bon ben voilà, là aussi, une page se tourne, comme dans d'autres instruments. Il faut quelqu'un de jeune, et il faut quelqu'un qui, effectivement, apporte aussi quelque chose d'autre. Quelque chose de, non pas seulement de nouveau, mais quelque chose d'autre qui soit ouvert, d'autres horizons. Et j'avais rencontré Jean Boyer quelques années plus tôt. C'était à France Musique, à l'occasion d'une émission dont je ne me rappelle pas du contenu, mais on s'était rencontrés, on avait bavardé bien longuement. Je connaissais Jean Boyer à travers ses enregistrements. Et c'est immédiatement le nom qui est surgi dans mon esprit. Mais il n'y en a pas eu d'autres, il n'y a eu que Jean Boyer. Je me suis dit, c'est la personne qu'il nous faut. En plus, c'est une personne d'un grand charisme, c'est-à-dire que c'est un repère, c'est un phare, il est toujours dans la mesure et la justesse. Jean était professeur, je crois, à ce moment-là, à Brest. Il avait été avant professeur à Bayonne. Il habitait Paris, il était organiste à Saint-Nicolas, comme Deschamps. Je me dis, c'est quand même pas marrant, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les TGV. Je m'imagine la vie qu'il a vue. S'il vient à Lille, déjà, ça va déjà être un peu plus pratique, c'est un bon argument. Et puis j'appelle donc Jean Boyer, je me dis, est-ce qu'on peut se voir? Et je suis monté, comme on dit, je suis monté à Paris pour le rencontrer. Et il me dit, c'est un peu ennuyeux, parce qu'en fait, il y a le poste de Cambrai qui vient de se libérer, et j'avais envoyé ma candidature. Jean était un peu gêné. J'ai dit, mais écoutez, il n'y a pas photo, c'est à Lille qu'il faut venir. Et si vous voulez même que j'intervienne auprès de Cambrai pour expliquer la situation, je veux bien le faire. Et donc Jean, effectivement, s'est rangé à l'évidence à ce point de vue. Jean s'est très vite senti chez lui, à Lille et dans la région, à un tel point que je crois qu'il a imaginé, avant même de m'en parler, nous pourrions nous y installer. Mais j'ai quand même compris qu'il y avait anguille sous roche le jour où il m'a rapporté un livre sur l'architecture dans les Flandres. C'est vrai que très vite, il y a plein de gens qui sont venus d'autres régions, et même de l'étranger, du Japon, enfin c'était énorme. Mais il faut noter que Jean, quand il est arrivé, dans le Nord, on se demandait qui c'était, il n'était pas connu. Et j'ai une anecdote avec Jeanne Joulin, à qui Jean a succédé. Et Jeanne était assez réticente, il faut le dire. Et puis un jour, je la vois à un concert de Jean à Roubaix, sur l'orgue de l'église Saint-Martin de Roubaix. Jean, il joue 3 grandes pièces de Liszt. Et alors là, à la fin du concert, Jeanne Joulin, qui était emballée, et quelques années plus tard, elle m'appelle, elle me dit, écoutez,
Je suis allé à un concert de Jean Boyer à Notre-Dame, c'était exceptionnel. Et puis alors le Schoenberg, ils sont d'ailleurs devenus très très amis. Ils sont jusqu'au bout. Et après, Jeanne en parlait souvent avec beaucoup d'affection. Enfin, elle avait une grande admiration. Avec Jean, on s'est retrouvés, sans doute parmi les premiers organistes, à faire des concerts ensemble, c'est-à-dire à se partager le concert. Et donc c'était, j'allais dire, ce mot partage, je trouve qu'il va bien, parce que quelque part, c'est ce qu'on a ressenti. C'est-à-dire, en fait, il y avait, au-delà de cette complicité, il y avait quelque chose de complémentaire entre nous, qu'on partageait, on n'avait pas besoin de le dire. Et c'était pareil pour l'établissement des programmes. C'était une évidence pour lui. Oh ben, je pense que j'allais jouer ça. Moi, je pense que c'était évident. Et à chaque fois, il n'y avait pas de difficulté où tout, effectivement, se complétait naturellement. Et ça s'est produit notamment à l'inauguration de la cathédrale de l'orgue Cavaillé-École de Saint-Omer, un moment inoubliable. Et d'autres, comme par exemple à la basilique Saint-Denis, on avait fait le concert d'inauguration ensemble. C'était un moment aussi particulier, c'était un instrument tout à fait mythique. Et même à Toulouse, qui était, j'allais dire presque le pays d'origine de Jean, où on avait participé ensemble dans le même concert à l'inauguration de l'orgue de la Dorade. Je dois dire que ça a été, pendant des années, quelque chose qui a été pour moi un vécu exceptionnel. Humainement, pas que seulement artistiquement. On se voyait peu, c'est clair, on se voyait peu, mais les rares moments, c'est des moments, j'allais dire, intenses, de complicité, où les paroles sont inutiles. Il y a aussi la famille des carnets de notes prises par Jean après chaque cours. Certains étudiants sont venus, effectivement, curieux de voir ce qu'il était dit à leur rencontre. Ils ont regardé, ils ont fermé les carnets, et ils ont dit non, il vaut mieux pas. Je pense qu'ils sont plus destinés à quelqu'un d'extérieur, de complètement extérieur. Quelqu'un qui est intéressé par les observations. Donc Jean fait étudier telle pièce et pas telle autre. De quoi parle-t-il? Qu'est-ce qui pour lui est à rectifier chez l'étudiant? Qu'est-ce qu'il faut corriger et de quelle façon? Jean disait beaucoup de choses en cours. Il pouvait passer tout le cours pratiquement sur une mesure, et même quelquefois encore moins. Hein. Enfin, on allait vraiment à la loupe. Et ça, c'était passionnant. Il était très, je ne vais pas dire indulgent, mais en tout cas très, très souple, et les remarques étaient toujours très posées, très, voilà, il n'y avait jamais rien de brutal. Ça, c'était aussi quelque chose de formidable. Ce qui ne devait pas l'empêcher certainement de se mettre en colère. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. J'ai déjà vu que, voilà, il n'était pas trop content du travail qui était fait. Mais en colère, on ne peut pas le dire. Et alors, je me souviens d'une fois où j'avais un problème dans un morceau que je travaillais, un passage qui ne lui plaisait pas. En l'occurrence, je mettais un accent sur le quatrième temps, sur la levée, au lieu de le mettre sur le premier temps pour qu'il soit bien fort. Et puis, Jean aimait bien jouer au fond du temps, et ça, c'est un truc que je ne faisais pas toujours très bien. Et alors, bon, il me montre le passage plusieurs fois, il le joue, je le rejoue, il m'indique, même on change de... Voilà, on regarde un peu tout, changement de doigté. Et puis, ça ne voulait toujours pas venir. Alors, d'un seul coup, il me dit, écoutez, pour l'instant, faites-le comme vous avez envie. Quand vous en aurez marre, vous le ferez comme je vous le dis. Et alors là, je ne sais pas, mais la semaine suivante, je lui ramenais le passage nickel. Et concernant le toucher, il nous a appris à faire, je ne vais pas dire plus attention, mais en tout cas très attention au relevé de la touche. Vous avez la force de votre doigt, et c'est lui qui va jouer sur la vitesse du remonté. Et il avait une maîtrise de cette technique qui était extraordinaire. Enfin, ça lui conférait un jeu d'une finesse, d'une articulation, d'une expressivité remarquable.
En repensant aux petits carnets, notamment la grande famille des petits carnets, il y avait un petit carnet qui m'a toujours intriguée, qui était le petit carnet dans lequel Jean notait les cachets qu'il avait eus pour des concerts à l'étranger, qui devaient eux aussi être déclarés. Et me revient en mémoire une petite anecdote. Quand Jean allait porter l'enveloppe contenant le chèque avec le paiement du dernier tiers, ce qui était toujours un moment douloureux, il s'arrêtait à la brasserie André, où il me retrouvait, et nous fêtions autour d'un bon repas, pas donné, ben voilà, le fait que la mission était accomplie et on ne parlait plus des impôts jusqu'à l'année prochaine. Alors sur le trajet que Jean effectuait donc à pied ou à bicyclette entre le conservatoire et là où nous habitions, il y avait le musée des Beaux-Arts et Jean s'y arrêtait très souvent, en particulier pour aller voir deux tableaux qui y sont toujours, deux tableaux de Ruisdael, qui évoquaient aussi pour lui ce qu'il aime, à savoir une très belle lumière et des nuages, pas de vent malheureusement, dont on sentirait la présence dans ces tableaux. Ce qui me frappe aussi, c'est que même nommé à Lyon, Jean a décidé de rester ici, voilà, à rester à Lille. Il avait effectivement un attachement très fort à la région, aux gens d'ici. On s'est fait beaucoup d'amis dans la région. En ce qui me concerne, les débuts à Lille ont été un petit peu plus difficiles. La ville n'était pas du tout dans l'état où elle est actuellement, où elle est maintenant, depuis de nombreuses années. Mais je m'y plais et j'y suis toujours.
plus que jamais me l'amuse. La formation des jeunes organistes à l'heure actuelle, force est de constater qu'il y a de plus en plus de demandeurs, qu'il y a de plus en plus d'organistes et de jeunes gens qui sont intéressés par l'étude de cet instrument. À ce plan-là, le Nord occupe une place privilégiée puisque je crois que la première classe d'orgue après celle du Conservatoire de Paris était la classe d'orgue de Lille. Mais aussi, il faut bien reconnaître que dans cette région, nous avons une dizaine de classes d'orgue un petit peu partout, ce qui est une situation tout à fait exceptionnelle en France. L'enseignement de l'orgue bat son plein et je crois que toutes les classes d'orgue sont complètes et je crois très vivantes et très actives.